notre première question, qui vraiment est qu'on aime bien, finalement, le comique, pour vous, c'est quoi? Le comique, pour moi, c'est une nécessité, une nécessité absolue dans l'élaboration d'un spectacle, d'un langage, d'un échange, d'un partage. C'est aussi dire qu'on est au bord de l'abîme. Pour moi, le comics, s'il n'y a pas un ancrage un peu métaphysique, s'il ne pose pas le problème tout de suite de nous sommes des mortels, le danger est là, le précipice est tout près de toi, ce qui va s'en suivre ne m'intéresse pas. Si c'est une virtuosité, une gymnastique dans le but de faire rire, ces pratiques-là, voilà, c'est pas du tout vers là que j'irais. Pour moi, le comique, c'est forcément un comique d'empathie, c'est-à-dire avec des caractéristiques humaines, et c'est forcément, oui, frôler l'abîme, c'est-à-dire que c'est justement pour ne pas en venir à la tragédie et à son discours. Mais après tout, voilà, il y a un flirt entre les deux sans arrêt, et c'est au prix de savoir le désastre qui nous attend que cette écriture, pour moi, s'est imposée. Et c'est ce risque-là que je veux prendre. L'écriture comics, pour moi, c'est ça. Et après, c'est aussi, évidemment, une pratique artistique en soi, avec des exigences très, très précises. Quand on travaille avec des comédiens, pour que je ris parce que tout d'un coup, je pense à ce néologisme du psychomique. Alors, vraiment, et je me dis, après tout, si je suis là devant vous, c'est parce que vous avez compris, vous avez perçu qu'il nous faut être braque. Si on n'est pas braque, on va pas vers ce chemin-là, vers le raisonnement, parce qu'il y a quelque chose d'un déplacement. On ne fait ça qu'avec du réel, mais il y a quand même ce déplacement, cette recherche de l'ailleurs dans le comique. On n'affronte pas la raison comme ça pour l'affronter. Et après, s'il faut ordonnancer les choses, c'est vraiment la pratique d'un art pour moi. Donc il y a vraiment une nécessité d'une grammaire, il y a la nécessité, puisque c'est un langage, il y a la nécessité d'un minimalisme, et carrément d'une doxa aussi, avec l'arbitraire que ça suppose. Mais comme c'est un art, il y a forcément, et on pourra revenir sur ces termes si vous le souhaitez, mais il y a forcément un travail de stylisation aller droit au but avec les mots ou sans les mots, mais il y a aussi un travail de stylisation plastique. Donc vous voyez, c'est quelque chose, c'est a priori un art très humain, un art pauvre, et quelquefois sans les mots. C'est-à-dire que le texte peut surgir, comme surgirait une autre forme de l'expression, mais il n'est pas privilégié, il n'est pas... le spectacle commence pas avec le premier mot, ne finit pas avec le dernier. Il est aussi aléatoire que le reste et que tous les autres langages, celui du corps, de la gestuelle, de la maladresse, de l'organique. Donc ça vient aussi probablement du mystère du premier cinéma, qui est pour moi le plus grand cinéma, c'est-à-dire le cinéma muet, et que ces grands artistes-là, du musical et du premier cinéma, m'ont toujours fasciné, me nourrissent, sont vraiment mes maîtres. C'est-à-dire que sans les mots, il est encore question de dire beaucoup de choses. Et ce sans les mots n'est pas du tout un appauvrissement, c'est au contraire faire entendre autre chose. Si bien que quand le texte se met à surgir, qui généralement ne fait pas avancer l'action, et plutôt en boucle, fait entendre que les personnages vers lesquels je vais, et avec lesquels je suis allée longtemps, avec Jérôme Deschamps, puis désormais, à présent, à ma manière, ces gens-là sont sont toujours des déshérités, des déclassés, des gens pour qui très souvent le discours n'est pas donné. Et s'ils emploient des mots,
les mots vont être aussi tout aussi maladroits que leurs gestes. Il y a quelque chose, quand je vous parlais de comique d'empathie, c'est bien à cet endroit qu'il m'importe de me placer avec eux, avec les comédiens. C'est-à-dire, c'est des gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens. Et à Marseille, on dit aussi, il y a une expression que j'aime beaucoup, qui s'appelle les marque-mal. Les marque-mal, c'est des gens, d'ailleurs, on le trouve chez Proust, hein, l'expression, c'est une vieille expression. C'est-à-dire qu'ils sont pas dans le coup, ils sont juste à côté de la plaque. Et du coup, forcément, cette extrême fragilité, ça va être leur éloquence. Donc, en travaillant beaucoup, on va suffisamment styliser, on va suffisamment travailler, et la chose aura lieu. Mais dans la pratique, pour que cet humour, ce comique-là existe, il y a vraiment des temps. Et le premier temps, c'est la préméditation. Je crois beaucoup à ce déplacement poétique. C'est-à-dire, si vous avez beaucoup prémédité avant un spectacle, pour le spectacle, en pensant à chacun des personnages, à la part plastique, à ce qu'ils auront sur le dos, au terrain de jeu, qui est le décor, etc. La préméditation, elle est tellement forte que dans la salle de répétition, cette espèce de nef des fous, et ben la chose aura lieu. Vous avez même, quelquefois, il m'est arrivé de n'avoir pas à le demander. C'est comme une espérance et ça a lieu. Il y a quelque chose un peu mystique, un peu surtout dans l'écriture comique. Parce que si on est dans l'écriture comique, je le dis toujours aux acteurs, si on est dans l'énergie de chercher la chose drôle, mais alors là, on est à côté de la plaque et ça, c'est l'échec absolu. Non, il faut laisser venir. Et donc, dans les 3 temps, il y a ce premier temps de la préméditation, le deuxième temps qui est la nef des fous, où tout est possible, où les acteurs les actrices vont proposer des choses aussi, selon évidemment, certains rituels. Et puis enfin, le temps de la virtuosité, c'est-à-dire, l'acteur, la comédienne, reproduire chaque soir, réinventer chaque soir, mais alors dans une contrainte de durée, de période, de topographie extrêmement figée. Mais ils sont libres à l'intérieur de ça. Et pour moi, les interprètes sont de véritables artistes, la contrainte doit être bien marquée pour que quelque chose naisse de très très puissant et de très drôle. Voilà, donc il y a ces 3 temps qu'on propose, mais ce qui m'importe, c'est qu'on parte de ce que nous sommes tous, c'est-à-dire à un moment donné dans nos vies, dans nos journées, des déshérités. Donc on part de ça, et une fois qu'on est dans ce minimalisme et au bord du gouffre, qu'est-ce qui s'ensuit? Si on a assez travaillé, la chose aura lieu. Et après, on travaille encore beaucoup. Avec cette part de bienveillance, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un comique d'empathie, parce que moi, j'ai beaucoup de bienveillance à l'égard des comédiens, des comédiennes. Ce sont des artistes que j'admire, et en même temps d'arbitraire. Parce que le projet poétique, ils savent qu'il est là. Et ils vont m'aider à le découvrir et à le mettre en œuvre. Il y a une espèce de complicité, de confiance qui va faire que si le comique n'est pas pour moi, il n'y a pas un substrat poétique, c'est-à-dire quelque chose qui se met à vivre sous vos yeux, même si on a beaucoup écrit, beaucoup réfléchi, tout d'un coup, hop, il est là. Et quelquefois, on a des moments magnifiques qui surgissent, mais on n'arrive plus à les rattraper, à les reproduire. Alors, c'est pas si grave que ça. Moi, avant, ça me désespérait quand j'étais plus jeune. Je me disais, mais bon sang, t'as laissé passer cette minute sublime. Puis pas du tout, en fait. Elle n'est pas reproduite, mais elle est là. Et on va s'appuyer sur elle pour continuer. Après, je vous dis, c'est un peu dans un creux, finalement. Parce que si comme vous dites, ce moment magique qui a lieu qu'une seule fois et qui ne peut pas se reproduire, finalement, c'est sur cet effacement que quelque chose d'autre
Certainement, oui, j'appelle ça minimalisme parce que faut faire taire plein de choses, faut faire taire tout le professionnalisme de l'acteur, toute l'intelligence du metteur en scène qui sait beaucoup de choses et tout ça, qui a bien réfléchi, nos lectures, etc. Non, il faut faire taire les choses pour que surgisse cette espèce de fragilité qu'on va reconnaître, ce geste, ce moment qu'on va recueillir comme ça. Il va falloir après construire avec d'autres moments, et qu'après il va falloir reproduire dans cette espèce de renouveau permanent qu'est chaque représentation. Mais pour ça, je demande aux comédiens un état d'innocence. Voilà. Le minimalisme, c'est aussi une forme de l'innocence. Moi, ce que j'aime quand je parle de Nef des Fous, c'est qu'ils ont tous les droits pendant quelques temps. Moi aussi. Mais il y a quand même une rigueur qui est de dire il faut en revenir aux beaux idiots, à l'idiotie, dans le sens le plus bouleversant qui soit. Revenir à cet état premier d'être presque soi. Évidemment, on a un corps, on a une voix, on a des yeux, un regard qui sont bougés, une génétique, une histoire, tout ça, on trimballe malgré soi, jusqu'au bout des doigts. Et on va travailler sur cet interstice qui est soi et le presque soi qui est le personnage. Mais il ne faut pas que l'interstice soit très large. Si ça s'élargit par du savoir-faire, ça ne m'intéresse pas. On revient sans arrêt. C'est toi sur un tout petit déplacement. C'est toi sur un changement de braquet. C'est cet espace poétique et terrible et terrifiant qui permet ce que moi j'appelle, il faut trouver des mots pour le comédien, et un aveu. Je dis, si ce que tu fais n'est pas l'aveu de toi-même ou de ton personnage, c'est du théâtre. Il y en a qui le font très bien, ils savent très bien déclamer, pourquoi pas. On n'est pas à cet endroit, voilà. Donc, revenir à l'aveu. Et il y a des moments absolument bouleversants, parce qu'il y a des moments entre la répétition, on ne sait plus si c'est la personne ou le personnage qui nous dit quelque chose. Ça peut passer par les mots, mais ça peut passer aussi par un geste, par une difficulté. Et la deuxième chose qui m'apporte, et je ne pense pas qu'il puisse y avoir une action comique s'il n'y a pas l'étonnement d'un autre. C'est-à-dire que quand même, si l'existence de l'autre est forcément quelque chose qui m'interroge, et ça commence là quand même. Il y a quelqu'un d'autre à côté de moi, ou il y a quelqu'un d'autre qui entre. Et cet étonnement de l'altérité, pour moi, c'est vraiment un outil formidable, parce que c'est un des fondamentaux. C'est-à-dire l'angoisse de l'existence de l'autre, qui me dit qu'est-ce que je fais là? Il est là, elle est là. Cet étonnement primordial, on joue avec ça. Mais on joue. Cette notion de jeu, moi je la revendique complètement. Mais on joue avec des aveux, un état d'innocence, un état d'idiotie, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'aime bien qu'on ne parle pas a priori. Parce qu'on n'a pas forcément franchi ça. Puis après, il y a des acteurs bavards, des personnages bavards, je dirais. Et ben, qui parlent. Il n'y a aucun interdit. Mais si on commence par là, forcément, c'est une ruse pour empêcher l'aveu. D'ailleurs, les personnages qui parlent beaucoup, généralement, au bout d'un moment, ils s'effondrent. Donc, vous voyez, c'est ce frottement avec des choses assez graves de nos vies, assez comme l'abîme, comme le tragique, comme le fait qu'on est mortel, et comme quoi l'autre est quand même souvent, a priori, un danger. Ça, c'est les fondamentaux que je donne aux comédiens, aux artistes, qu'ils soient comédiens, musiciens ou autres. Et au fond, c'est ça mes obsessions.
Et ça devient, avec le temps, une, une, une pratique assez rigoureuse. Et si je triche, moi aussi, parce que c'est facile, on rigole, ou alors on fait des motions, c'est faire. Voilà. Il y a plein de pratiques comme ça. Et moi, voilà, j'essaie tout le temps de revenir à ce que le rire qui pourrait surgir soit quand même, garde toujours les mêmes origines. Et nous disent toujours, attention, la vie n'est pas loin.